Bonjour, bienvenue sur le plateau de Transition 2020. On va inaugurer aujourd'hui une nouvelle série d'entretiens que l'on a appelé les entretiens 5 façades, puisque ces entretiens seront diffusés à la fois sur le site de 5 façades et nous les retrouverons dans le magazine 5 façades. Alors pour inaugurer cette série d'entretiens, j'ai à mes côtés Jean-Luc Marchand. Jean-Luc Marchand, vous êtes délégué général du SNFA. Est-ce que vous pouvez me dire qui est le SNFA, enfin, qui vous représentez en fait? Alors le SNFA est l'organisation professionnelle des concepteurs, fabricants et installateurs de tout ce qui est la menuiserie extérieure dans le bâtiment. Donc les fenêtres, façades légères, mais aussi les vérandas, garde-corps, les portes d'entrée, tous ces produits. Tous ces produits est plutôt approche métal. Hein. Aluminium, profil aluminium. Profil aluminium. Absolument. Donc vous travaillez avec les gamistes, vous représentez à la fois les gamistes, les entreprises qui... Absolument, les concepteurs des systèmes de profilés, puis les entreprises qui fabriquent et également les installateurs. Combien d'adhérents? 150 adhérents à peu près, répartis dans 7 sections en fonction de leur spécialité, selon qu'ils sont dans le domaine de la fenêtre, dans le domaine de la façade, dans le domaine de la véranda, dans le domaine du garde-corps. Et également une petite section qui concerne les gens de la cloison amovible et démontable pour les immeubles de bureaux. Mais là, on est à l'intérieur, on n'est plus dans la façade. On n'est plus dans la façade. Nous, on va s'intéresser exclusivement à la façade et à la menuiserie, hein, y compris le bloc baie, puis la baie vitrée, la baie coulissante. Mais on va commencer par la façade. Quelles sont les grandes tendances que vous voyez se dégager aujourd'hui sur les problématiques façade? Alors, les grandes tendances, en fait, on les connaît déjà, puisque la RT 2012, enfin les réglementations thermiques, la RT 2005, puis maintenant la RT 2012 ont déjà un petit peu tracé l'évolution de la façade légère. Donc, de plus en plus de performances d'isolation thermique, mais aussi cette nécessité d'amener la lumière et la chaleur à l'intérieur des bâtiments l'hiver, mais de savoir s'en protéger en été. Et donc, c'est toute cette évolution d'une façade la plus transparente possible, mais aussi qui sache gérer les apports solaires et surtout les excès d'apports solaires à travers des protections, des brises-soleil, quelquefois des doubles pots. Donc c'est toute cette évolution qui se poursuit. C'est une évolution qu'on constate depuis une bonne dizaine d'années, voire 15 ans, avec le renforcement des réglementations. Mais la réglementation 2012, est-ce qu'elle a amené quelque chose en plus? Est-ce qu'on intègre du triple vitrage? Est-ce qu'on travaille sur la façade dite intelligente? Alors cette réglementation, elle exige une performance encore plus grande de la façade, donc elle fait évoluer vers une façade plusieurs pots, multiparois, ce qu'on appelle, à travers soit des solutions dites respirantes ou des vraies solutions de double pot. Et puis elle nécessite aussi d'assurer le confort d'été le plus possible sans climatisation active, donc avec des protections extérieures. Alors, une façade, donc, globalement, elle reste très vitrée ou est-ce qu'on a quelque chose qui est finalement plus opaque pour permettre justement de mieux gérer les apports solaires? Non, la partie vitrée et la proportion de surface vitrée est très importante parce que dans les immeubles tertiaires, vous le savez, c'est la consommation d'électricité intérieure qui est le premier poste de consommation, c'est pas le chauffage. On est dans un profil de consommation qui est complètement différent du résidentiel. Et donc là, c'est l'éclairage qui est le premier poste. Donc il faut au maximum limiter l'éclairage intérieur par l'accès à la lumière du jour. On va rester un peu sur la réglementation thermique et puis ses conséquences sur... Là, on a vu ses conséquences sur la façade. Ses conséquences sur les coulissants et sur les blocs baies, ce sont les mêmes ou est-ce qu'il y a d'autres évolutions ou est-ce que là, on constate d'autres choses? Alors là, on est dans un contexte un peu différent puisqu'on est sur le résidentiel. Et là, clairement, la réglementation aujourd'hui favorise les surfaces vitrées plus importantes. On a enfin viré notre cutie de ces immeubles qu'on voulait isoler à tout prix, ce qui est très bien. Mais en termes de parois vitrées, on sait que c'est le bilan entre les capacités d'isolation, mais surtout les capacités d'apport de chaleur pendant l'hiver qu'il faut faire. Et donc, ce bilan, il est tout à fait favorable aux fenêtres, surtout si elles sont bien exposées. Donc aujourd'hui, cela provoque en fait une augmentation des surfaces vitrées et effectivement le coulissant, qui est par nature une grande surface vitrée, se porte bien. Le coulissant en aluminium, il fonctionne bien au plan de vue de la réglementation. Est-ce qu'on n'a pas des difficultés à vouloir cumuler un seuil extra plat pour l'accessibilité et de mettre
mettre en place une bonne isolation thermique. Est-ce qu'on a réussi à résoudre ce genre de problématique? Oui, bien sûr, on a à répondre à beaucoup d'exigences à la fois. La sécurité, l'acoustique aussi, et puis en même temps des bonnes caractéristiques énergétiques. Mais heureusement, le profilé aluminium est doué de plein de possibilités, et donc on arrive avec des dessins appropriés à pouvoir résoudre tout ça en même temps, et une étanchéité à l'air. Puisque aujourd'hui, les coulissants qui avant étaient à 2, voire à 3, maintenant deviennent à 4 en classe d'étanchéité à l'air. Parce qu'on avait entendu il y a quelques années que le coulissant aluminium ne passerait pas la réglementation thermique 2012. C'est faux. Cette réglementation, on le voit, développe le coulissant. Et développe le coulissant aluminium aussi. D'accord. 80% des coulissants sont en aluminium parce que le profilé aluminium est le mieux adapté en fait, pour répondre à ce type de grande menuiserie. Et alors sur les menuiseries plus petites, sur la fenêtre, quelles sont les évolutions? On est sur des profilés très fins, c'est ça la tendance? Alors la caractéristique du profilé aluminium pour les petites fenêtres, c'est que dans une petite fenêtre, il y a à peu près 30% de la surface qui n'est pas du vitrage, mais qui est le cadre. Et la proportion pour une fenêtre aluminium est beaucoup plus faible, donc il y a plus de place pour le vitrage et donc plus de place pour les apports lumineux et pour les apports solaires. C'est ça l'intérêt du profil aluminium, plus tous ces aspects de couleur, de durabilité, mais cet aspect-là est le point le plus important aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas de fenêtre aluminium ou même de coulissant sans rupture de pont thermique? Bien entendu, à la fois la rupture de pont thermique plus le vitrage à isolation renforcée sont des éléments absolument indispensables. Alors, on va quitter un peu le côté produit et puis on va aller voir du côté des entreprises. Pour les entreprises, comment ça se passe aujourd'hui? On vit une période un peu complexe, un peu difficile. Et est-ce que les entreprises que vous représentez sont en bonne santé? Alors, c'est une question pas facile. Il y a deux parties. Effectivement, les industriels, je dirais, concepteurs gamistes de systèmes et fabricants de fenêtres aluminium, bénéficient quand même d'une part de marché globale de l'aluminium qui se maintient bien et donc, je dirais, globalement maintiennent à peu près leur activité. Par contre, on a une autre catégorie d'entreprises qui sont ce que nous appelons les fenestriers façadiers, c'est-à-dire ce sont ces entreprises qui fabriquent et qui installent surtout les chantiers de fenêtres et de façades. Et là, la situation est carrément en train de se dégrader de façon assez inquiétante. Elle se dégrade pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'activité, parce qu'on ne signe pas, on n'arrive plus à signer, parce qu'il y a de la concurrence qui nous vient d'ailleurs? Alors, elle se dégrade parce que à la fois les niveaux de prix qu'ils sont amenés à consentir, associés aux conditions d'exécution des chantiers, deviennent beaucoup trop difficiles pour eux. Ce sont des entreprises qui fabriquent et qui installent, donc ils cumulent les frais fixes, je dirais, de toute la partie fabrication, bureau d'études, et puis toute la partie installation. Donc il faut gérer ces deux métiers à la fois qui sont souvent séparés. Dans le bâtiment, il y a des fabricants d'un côté, des installateurs de l'autre. Là, ils cumulent les deux métiers, donc ça leur donne des possibilités, mais c'est aussi une contrainte. Et pour ça, lorsque le niveau de prix des affaires devient trop bas, on n'arrive plus à rémunérer en fait tout simplement sa charge fixe. C'est la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. D'une part parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises générales qui obligent leurs sous-traitants à intervenir à des conditions financières très difficiles, et puis que le prix du marché est largement fait aujourd'hui par des entreprises qui viennent de l'étranger, qui n'ont plus de marché chez eux, notamment du sud de l'Europe, Portugal, Espagne, mais voire Grèce, voire pays de l'Est également. Et toutes ces entreprises qui n'ont rien à faire chez eux contribuent à des niveaux de prix sur le marché français qui sont dramatiquement bas. Et en termes de qualité, est-ce que ça se ressent ou est-ce que c'est finalement des entreprises qui... Beaucoup d'entreprises ont des savoir-faire, seulement la qualité est plus par rapport aux systèmes qu'ils utilisent, qui ne sont pas forcément les systèmes qui ont en France toutes les garanties et que l'on a l'habitude. On a des démarches qualité qui ont été créées en France sur les vitrages avec Sécal, sur les profils à rupture de pont thermique, sur le thermolacage, et ces pays-là n'utilisent pas forcément ce même niveau de qualité. Et en plus ne connaissent pas la garantie décennale, puisque ce sont des pays dans lesquels il n'y a pas de garantie décennale. Donc les conditions dans lesquelles elles peuvent intervenir sont quand même pas tout à fait les mêmes que les contraintes de nos entreprises françaises. D'accord, donc qu'est-ce qu'il va falloir à vous, de votre point de vue, pour rebooster un petit peu ce marché? Je crois qu'il y a bon, d'abord on a un grand espoir, c'est que le marché de la rénovation, y compris dans le tertiaire, se lance vraiment
et qu'il y a un appel d'air de volume d'activité pour les entreprises. Et puis je crois qu'il faut qu'on soit très, très clair vis-à-vis à la fois des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, que cette qualité française et cette qualité d'entreprise française capable qu'ils retrouvent dans le temps, eh bien, il faut les préférer à aller faire des coûts au cas par cas avec telle ou telle entreprise étrangère. D'accord. Alors, dernière question, on va bientôt avoir Equipbay au mois de novembre. Est-ce que pour vous, c'est un événement important justement pour que les entreprises puissent rencontrer à la fois Orgamis et puis eux-mêmes faire un peu d'émulation, rencontrer leurs clients ? Alors, Equipbay, bon, un salon, c'est toujours un moment important où tout le monde se rencontre. Equipbay est un salon beaucoup plus orienté vers le professionnel. Donc, c'est le moment où, effectivement, les fabricants et installateurs peuvent venir rencontrer à la fois les gamistes, mais il y a aussi toute la protection solaire, toute la fermeture, la quincaillerie, les machines, enfin, un certain nombre d'acteurs. Et donc, c'est plus un marché professionnel que véritablement tourné vers le client final ou tourné vers l'architecte. Mais c'est important que ce type de manifestation ait lieu, oui. D'accord. Écoutez, Jean-Luc Marchand, merci. Vous avez peut-être une petite conclusion ou un petit appel au peuple ou quelque chose comme ça, donc allez-y, vous avez... Non, je crois qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un plan d'action du gouvernement très orienté vers la rénovation. Et en matière de rénovation, fenêtres et façades, manifestement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est le message d'espoir. Le message d'espoir, c'est la loi de transition énergétique. Exactement. Et ce qui ira avec pour la rénovation des bâtiments. Et tout ce qui en découle, et qui vient d'être voté. Jean-Luc Marchand, merci beaucoup d'être venu nous voir jusqu'ici sur le plateau de Transition 2020 et pour les entretiens 5 façades. Merci, à bientôt.